Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 21e épisode, le coup du télégraphe. La rencontre du faux major Bartolomeo Cavalcanti avec son pseudo-fils Andrea a donné lieu à une véritable scène de vaudeville, au cours de laquelle deux superbes gredins ont été mis en scène par le comte de Monte Cristo. Aussi, dès ce moment, il est prévisible qu'un acte important de la pièce élaborée sous le signe de la vengeance par celui qui fut autrefois Edmond Dantès va se jouer au cours de la soirée d'Auteuil à laquelle sont conviés les Villefort, les Danglars et quelques autres, sans oublier les Cavalcanti, père et fils. En attendant cette soirée, chez les Villefort, les événements semblent prendre une tournure que ne prise guère le procureur du roi. En effet, le vieux Noirtier de Villefort, paralysé et muet, n'approuve pas le projet de mariage entre sa petite-fille Valentine et le baron Franz d'Épinay. Mais qu'a-t-il donc l'intention de faire lorsqu'il exige la venue du notaire? Nous sommes toujours en cette journée fertile en surprises du 2 juin 1838. C'est Maître Plessis, le notaire, monsieur. Qu'il entre. Monsieur, vous êtes mandé par monsieur Noirtier de Villefort, mon père, que voici. Une paralysie générale lui a ôté l'usage des membres et de la voix. Et nous seuls, à grand-peine, parvenons à saisir quelques lambeaux de ses pensées. Moi, monsieur, je comprends tout ce que veut dire mon grand-père. C'est vrai, absolument tout, comme je le disais à monsieur en venant. Permettez, mais la première nécessité pour qu'un acte soit valable est que le notaire soit bien convaincu qu'il a fidèlement interprété la volonté de celui qui le dicte. Ah, mais la langue que je parle avec mon grand-père est une langue qui se peut apprendre. Et il faut aussi que je sois convaincu que l'intéressé est sain d'esprit. Avec 2 signes, vous acquerrez cette certitude. Comment cela, 2 signes? Monsieur Noirtier ferme les yeux, une fois, quand il veut dire oui, et les cligne à plusieurs reprises quand il veut dire non. Vous en savez assez maintenant pour causer avec mon grand-père. Essayez, monsieur. Vous avez entendu et compris ce que vient de dire votre petite-fille, monsieur? Vous voyez, monsieur Noirtier a fermé les yeux. C'est oui. Et vous approuvez ce qu'elle dit? Que les signes indiqués par elle sont bien ceux à l'aide desquels vous faites comprendre votre pensée? Oui. Et c'est vous qui m'avez fait demander pour faire votre testament? Il dit oui. Vous voyez, monsieur, qu'il n'y a pas de difficulté. Mais en effet, c'est merveilleux. Mais je ne pense pas que les articles du testament viennent s'inscrire sur le papier, mot à mot. Non, rassurez-vous, il y a des formules consacrées. Il s'agit tout d'abord d'établir ce qui figurera sur le dit testament. Monsieur, avez-vous quelque idée du chiffre auquel se monte votre fortune? Oui. Je vais vous nommer plusieurs chiffres qui monteront successivement. Vous m'arrêterez quand j'aurai atteint celui que vous croirez être le vôtre. Votre fortune dépasse-t-elle 300 000 francs? Oui. Possédez-vous 400 000 francs? Il ne répond pas. 500 000 francs? 600 000 francs? 700 000 francs? 800 000 francs? 900 000 francs? Monsieur a fermé les yeux.
Vous possédez 900 000 francs. Bien. En immeuble? Il cligne des paupières. Entendez? Non, pas en immeuble. En inscription de rente? Oui. Bien. Alors, précisons à présent. Ces inscriptions sont-elles entre vos mains? Attendez, monsieur, il y a ici une cassette. Tenez, la voici. Permettez-vous qu'on ouvre cette cassette, monsieur Noirtier? Oui. Eh bien, c'est bien cela. Le compte y est. 900 000 francs. Ah, il est évident que monsieur Noirtier de Villefort possède tout son esprit, toute son intelligence. Donc, monsieur, vous possédez 900 000 francs de capital, qui, à la façon dont ils sont placés, doivent vous produire 40 000 livres de rente, à peu près. À qui désirez-vous laisser cette fortune? À mademoiselle Valentine de Villefort. Sa petite fille le soigne depuis 6 ans. Elle a su capter par ses soins assidus l'affection de son grand-père et je dirais presque sa reconnaissance. Il est donc juste qu'elle recueille le prix de son dévouement. Est-ce donc à mademoiselle Valentine de Villefort que vous laissez ces 900 000 francs? Il cligne des yeux. La réponse est non. Non. Ce n'est pas mademoiselle Valentine de Villefort, votre petite fille, que vous instituez votre légataire universel. Oh, je le vois bien. Ce n'est que votre fortune que vous m'ôtez. Mais vous me laissez toujours votre cœur. Cette fois, elle répond oui. Merci, grand-père. Merci. Alors, c'est donc à votre petit-fils, Édouard de Villefort, que vous laissez votre fortune, cher monsieur Noirtier? Non. Alors, c'est à monsieur votre fils, ici présent. Ce n'est pas à vous non plus, monsieur. Mais qu'avons-nous donc fait, bon papa? Vous ne nous aimez donc plus? Voilà monsieur Noirtier qui regarde votre main, mademoiselle. Ma main? Vous voyez bien que mon pauvre père est fou. Ah, mais je comprends. Il s'agit de mon mariage, n'est-ce pas, grand-père? Tu nous en veux pour le mariage? Oui, mais c'est absurde. Pardon, monsieur, tout cela est très logique au contraire et me fait l'effet de s'enchaîner parfaitement. J'ai déjà été témoin de pareilles choses. Grand-père, tu ne veux pas que j'épouse monsieur Franz d'Épinay? Apparemment, c'est non. Et vous déshériteriez votre petite fille parce qu'elle fait un mariage contre votre gré. De sorte que sans ce mariage, elle serait votre héritière. C'est oui. Je suis seul maître de la main de ma fille. Je veux qu'elle épouse Franz d'Épinay et elle l'épousera. Monsieur, comptez-vous disposer de votre fortune en faveur de quelqu'un d'autre de votre famille? Non. Dans ce cas, en faveur des pauvres, alors. Oh, pauvre! Vous savez, monsieur, que la loi s'oppose à ce que vous dépouilliez entièrement votre fils. Si vous continuez à vouloir disposer de tout, après votre mort, on attaquera le testament. Mon père me connaît, il sait que sa volonté sera sacrée pour moi. Et d'ailleurs, dans ma position, je ne puis plaider contre les pauvres. C'est une résolution prise dans l'esprit de mon père et je me résigne. Ces 900 000 francs sortiront de la famille pour aller enrichir les hôpitaux.
Mais je ne céderai pas à un caprice de vieillard. Je vous laisse rédiger ce testament. Allons, venez, Héloïse. Qu'y a-t-il, Pasquier? Monsieur le comte de Monte Cristo est là, monsieur. Je vais le recevoir. Venez-vous, cher ami? Je vous suis dans un instant. J'étais venu pour... Mais qu'avez-vous donc, monsieur de Villefort? Suis-je arrivé au moment où vous dressiez quelque accusation capitale? Non, monsieur le comte, il n'y a pas d'autre victime ici que moi. Vous est-il arrivé quelque malheur grave? Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Simple perte d'argent. Je me blesse surtout d'une disposition du sort qui détruit peut-être l'avenir de ma fille par le caprice d'un vieillard tombé en enfance. Est-ce votre père qui vous donne ce chagrin? Mais vous m'avez dit que toutes ses facultés étaient anéanties. Oui, ses facultés physiques. Cependant, il pense et il veut. Dans ce moment, il est occupé à dicter un testament dans lequel il déshérite sa petite fille de 900 000 francs. Mais alors il a parlé? Mais il a fait mieux, il s'est fait comprendre à l'aide du regard. Ses yeux ont continué à vivre et il tue. Oh, mon ami, peut-être exagérez-vous un peu la situation. Madame, il n'y a pas moyen de le faire revenir sur sa décision. Si fait. Il ne dépend même que de mon mari que ce testament, au lieu d'être fait au détriment de Valentine, soit fait en sa faveur. Ma chère, le père du baron d'Épinay était mon ami. Une alliance avec son fils était des plus convenables. Ce mariage doit se faire. Malgré la volonté de votre père? Et quoi, monsieur Noirtier de Villefort déshérite mademoiselle Valentine parce qu'elle va épouser le baron Franz d'Épinay? Oui, voilà la raison. La raison visible, du moins. La raison réelle, madame, croyez-moi, je connais mon père. Conçoit-on cela? En quoi monsieur d'Épinay déplaît-il plus qu'un autre? J'ai connu Franz d'Épinay, le fils du général Quesnel, n'est-ce pas, qui a été fait baron par le roi Charles X. Justement. Et ne connaissez-vous pas les raisons de monsieur votre père? Quelque antipathie politique, peut-être? En effet. Mon père et le général Quesnel ont vécu dans des temps orageux. Mais votre père n'était-il pas bonapartiste? Non, il était jacobin avant toute chose. Quand il conspirait, ce n'était pas pour l'empereur, c'était contre les Bourbons. Ils se seront rencontrés sur le sol de la politique. Le général, quoique ayant servi sous Napoléon, n'avait-il pas au fond du cœur gardé ses empreintes royalistes? N'est-ce pas le même Quesnel qui fut assassiné un soir en sortant d'un club napoléonien où on l'avait attiré dans l'espérance de trouver en lui un frère? Oui, c'est cela. Et c'est justement à cause de ce que vous venez de dire que, pour voir s'éteindre de vieille haine, j'avais eu l'idée de faire aimer deux enfants dont les pères et les grands-pères s'étaient haïs. Idée sublime, à laquelle le monde devait applaudir. En effet, c'était beau de voir mademoiselle Noirtier de Villefort s'appeler madame Franz d'Épinay. Aussi, quoi que ce soit un grand malheur pour Valentine de perdre la fortune de son grand-père, le mariage se fera. Valentine est encore riche du bien de sa mère administré par monsieur et madame de Saint-Méran, ses grands-parents maternels qui la chérissent tendrement. Qui valent bien qu'on les aime et qu'on les soigne comme Valentine a fait pour monsieur Noirtier. D'ailleurs, ils vont venir à Paris dans un mois ou plus. Mais il me semble que monsieur Noirtier a aussi un petit-fils, ce cher Édouard. N'est-ce pas? Et même déshéritée, Valentine sera encore 3 fois plus riche que lui. Peut-être vaudrait-il mieux que l'on confiât cette aventure à monsieur d'Épinay et qu'il rendît lui-même sa parole. Ce serait un grand malheur. Un mariage manqué, même pour des raisons d'argent, jette toujours de la défaveur sur une jeune fille. Et puis, d'anciens bruits que je voulais éteindre reprendraient de la consistance. Ah, je pense comme monsieur de Villefort, madame. Il faut faire ce mariage. Je me prévaudrai de l'opinion d'un conseiller tel que vous, comte. Vous nous quittez, monsieur? J'y suis forcé. J'étais venu seulement vous rappeler la soirée que je donne samedi. Ah, nous avons reçu votre invitation et nous n'aurions garde d'y manquer. Est-ce dans votre maison des Champs-Élysées que la réunion a lieu? Non pas, et c'est ce qui rend encore votre dévouement plus méritoire. C'est à la campagne, aux portes de Paris, à Auteuil. À Auteuil? Oui. Ah, c'est vrai, l'accident de ma femme, c'est chez vous qu'elle avait été transportée. Mais à quel endroit d'Auteuil? Rue de la Fontaine. Rue de la Fontaine. Oui.
À quel numéro? Au numéro 28. Mais c'est donc à vous que l'on a vendu la maison de Monsieur de Saint-Méran? Non, cette maison appartenait donc à Monsieur de Saint-Méran? Ma foi, je l'ignorais. Eh oui. Vous trouvez cette maison jolie, n'est-ce pas? Oh, charmante. Eh bien, mon mari n'a jamais voulu l'habiter. Vraiment? Non, mais je n'aime pas Auteuil. Mais vous viendrez samedi. Je ferai tout ce que je pourrai. Samedi à 6h. Si vous ne veniez pas, je croirais... Que sais-je, moi, qu'il y a sur cette maison inhabitée depuis plus de 20 ans quelques lugubres traditions, quelques sanglantes légendes. J'irai, monsieur le comte, j'irai. Merci. Bien, maintenant, il faut que vous me permettiez de prendre congé de vous. Puisque vous y êtes forcé. Je vais, madame, visiter une chose qui m'a souvent fait rêver des heures entières. Un télégraphe. Un télégraphe? Eh, mon Dieu, oui. J'ai vu parfois au bout d'un chemin sur un tertre se lever ses bras noirs et pliants, pareils aux pattes d'un immense coléoptère. Et jamais ce ne fut sans émotion, car je pensais que ces signes bizarres, fendant l'air avec précision, et portant à 300 lieues la volonté inconnue d'un homme assis devant une table, à un autre homme assis à l'extrémité de la ligne devant une autre table, ces signes se dessinaient par la seule force de ce chef tout-puissant. En effet, il m'est arrivé d'y songer moi aussi. Et voilà qu'un beau matin, j'ai appris que le moteur de chaque télégraphe était un pauvre diable d'employé à 1200 francs par an. Alors je me suis senti pris du désir d'en voir un de près. Ce qu'il me faut, c'est un télégraphe en plein champ. Quelle ligne me conseillez-vous d'étudier? La plus occupée à cette heure, celle d'Espagne. Et quel est le poste le plus proche? Celui de Châtillon. Ah, celui de la tour de Montlhéry, je crois, oui. Merci. Au revoir. Samedi, je vous raconterai mes impressions. Au revoir. Monsieur vient pour voir le télégraphe? Oui, monsieur, oui. Si toutefois cela n'est pas défendu par les règlements. Oh, pas le moins du monde. Attendu qu'il n'y a rien de dangereux, et vu que personne ne sait ou ne peut savoir ce que nous disons. En effet, il paraît que vous répétez des signaux que vous ne comprenez pas vous-même. Certainement, monsieur. Et j'aime bien mieux ça. De cette façon, je n'ai pas de responsabilité. Je suis une machine, et pas autre chose. Je fonctionne, et on ne m'en demande pas davantage. Combien recevez-vous d'appointements pour faire la machine? 1000 francs par an. Ah, ce n'est guère. Non. Mais on est logé, comme vous voyez. Oui. À la longue, cette vie doit paraître insipide. Oh, nous avons nos jours de récréation et nos jours de congé. Vos jours de congé? Oui, ceux où il fait du brouillard. C'est juste, oui. Et que faites-vous ces jours-là? Je m'occupe de mon jardin. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Depuis 15 ans. J'ai 55 ans. Ah. Combien de temps de service vous faut-il pour avoir la pension? Oh, monsieur, 25 ans. Et de combien est cette pension? Elle est de 100 écus. C'est fort intéressant. Et vous ne comprenez rien absolument à vos signes? Rien. Vous n'avez jamais essayé de comprendre? Pourquoi faire? Ah, voilà mon correspondant qui se met en mouvement. Ah. Il me demande si je suis prêt. Et vous lui répondez? Et par un signe qui apprend en même temps à mon correspondant de droite que je suis prêt, tandis qu'il invite mon correspondant de gauche à se préparer à son tour. Vous allez voir, dans 5 minutes, il va parler. Avec vos 1000 francs, vous vivez mal? Assez mal. Si vous aviez le malheur de tourner la tête quand le correspondant de droite va marcher, qu'arriverait-il? Je ne verrai pas. Et je ne pourrai donc pas répéter ces signaux.
Et je serais mis à l'amende de 100 francs. Et si vous vous avisiez de changer quelque chose au signal, ou d'en transmettre un autre? Ben, je serais renvoyé. Et je perdrais ma pension. Aussi jamais je ne ferai rien de tout cela. Pas même pour 15 ans de vos appointements? Pour 15 000 francs? Monsieur, vous m'effrayez. Vous voulez me tenter? Laissez-moi regarder mon correspondant de droite. Non, au contraire, ne le regardez pas. Et regardez ceci. Des billets de banque de 1000 francs. Oui. Il y en a 15. Ils sont à vous, si vous voulez. Monsieur, voilà mon correspondant de droite qui marche. Vous m'avez distrait, je vais être à l'amende. Non, laissez-le faire. Et prenez ces billets. Mais ce n'est pas tout. Avec vos 15 000 francs, vous ne vivrez pas. J'aurai toujours ma place, après avoir payé mon amende. Non, vous la perdrez. Car vous allez faire un autre signe que celui de votre correspondant. Oh, monsieur, mais que me proposez-vous là? Voici 10 autres 1000 francs. Cela fera 25 000. Mais... Avec 5 000 francs, vous achèterez une jolie petite maison et 2 arpents de terre. Avec les 20 000 autres, vous vous ferez 1000 francs de rente. Mon Dieu, un jardin et 1000 francs de rente. Mais prenez donc. Et que dois-je faire? Rien de bien difficile. Répétez les signes qui sont inscrits sur ce papier. Il n'y en a que 3, comme vous voyez. Ça ne sera pas long. Et ensuite, vous serez riche. Oui. Mais à quel prix? N'ayez pas de remords. Vous ne faites de tort à personne. Et vous servez les projets de Dieu. Oui. Que se passe-t-il, Lucien? Votre mari a des coupons de l'emprunt espagnol? Oui, pour 6 millions. Qu'il les vende, cher ami, à quelque prix que ce soit. Don Carlos s'est sauvé de Bourges et est entré en Espagne. Comment savez-vous cela? Une dépêche télégraphique vient d'arriver au ministère. Elle ne paraîtra dans la presse que ce soir. Tenez, lisez. Le roi Don Carlos a échappé à la surveillance qu'on exerçait sur lui à Bourges et est entré en Espagne par la frontière de Catalogne. Barcelone s'est soulevée en sa faveur. Vous avez raison, monsieur Debray. Il faut que le baron vende. C'est insensé. Rien ne justifie une telle baisse. Rien ne laissait présager ce matin une telle remise sur le marché. Tout à fait d'accord avec vous, mon cher. L'emprunt espagnol était encore coté à la hausse. Oui, mais ce qui est vrai, pourtant, c'est que Danglars vient de vendre tous ses coupons à la baisse. Depuis, vous entendez, les cotes dégringolent. Tout de même, quoi. Si Danglars vend, c'est qu'il y a de bonnes raisons de le faire, non? Oui, il a toujours été bien renseigné, le vieux renard. Ouais, ben en tout cas, moi, j'attends plus, je vends. Et à 250. Écoutez cela, Madame Danglars. J'ai vendu, comme vous me l'aviez conseillé hier. Eh bien, écoutez ce que dit ce matin le Moniteur. Le roi Don Carlos n'a pas quitté Bourges, et la péninsule jouit de la plus profonde tranquillité. Un signe télégraphique mal interprété à cause du brouillard sans doute a donné lieu à cette erreur. Est-ce possible? Sur la foi de vos renseignements, j'ai vendu, je vous le dis encore. Et j'ai perdu 500 000 francs. 500 000 francs? Mais ce n'est pas tout. Les fonds ne vont pas se contenter de rattraper le terrain perdu. Ils vont sûrement monter au-delà. Et le manque à gagner ne sera pas négligeable. Au bas mot, on peut envisager la perte à 1 million. Oui, oh mon Dieu. Oui, 1 million, madame. 1 million sur lequel, hélas, vous ne toucherez aucun pourcentage. C'était Le Comte de Monte Cristo
d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 21e épisode, Le coup du télégraphe. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Barrois, Pierre Riche. Gérard de Villefort, André Oumanski. Valentine, Marie-Hélène Breillat. Le notaire, Yves Pénaud. Monsieur Noirtier, Louis Amiel. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. L'homme du télégraphe, Jean-Claude Bouillot. La baronne Danglars, Claire Morier. Lucien Lebray, Gilles Guillot. Danglars, Alain Mottet. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 22e épisode, la chambre rouge de la maison d'Auteuil. En déshéritant sa petite fille, qu'il aime pourtant beaucoup, le vieux Noirtier de Villefort vient de compromettre sérieusement le projet de son fils, procureur du roi, qui avait envisagé d'unir Valentine au baron Franz d'Épinay. Or, ce dernier n'est autre que le fils du général Quesnel, assassiné en 1815 par des bonapartistes, et à cette époque, le vieux Noirtier avait été mêlé très étroitement au retour de l'île d'Elbe de Napoléon Ier. De son côté, Héloïse de Villefort ne tient pas à ce que la fortune de Noirtier échappe à Valentine, pour qui, cependant, elle ne témoigne guère d'affection. Pour sa part, le comte de Monte Cristo s'est rendu à un poste de télégraphe Chappe, proche de Paris, et là, il est parvenu à faire transmettre une fausse nouvelle qui a fait perdre à Danglars près d'1 million de francs. C'est le premier coup porté à la fortune du banquier. Ce Danglars, qui, plus de 20 ans auparavant, a contribué à causer la perte d'Edmond Dantès. Et nous voici maintenant à Auteuil, au soir du samedi 6 juin 1838, dans cette maison de la rue La Fontaine, où quelques invités de marque ont été rassemblés par le comte. Monsieur le major Bartolomeo Cavalcanti. Monsieur le vicomte Andrea Cavalcanti. Cavalcanti, un beau nom. Vous dites vrai, Morel. Ces Italiens se nomment bien, mais ils s'habillent mal. Oh, vous êtes difficile, Château Renaud. Ces habits sont d'un excellent faiseur. Et tout neuf. Voilà justement ce que je leur reproche, mon cher Debray. Ce jeune homme a l'air de s'habiller aujourd'hui pour la première fois. Qu'est-ce que c'est que ces messieurs? Noblesse d'Italie, monsieur Danglars. Qui dit Cavalcanti dit race de prince. Belle fortune? Oh, fabuleuse. Ils essaient de la manger sans pouvoir en venir à bout. Ils ont d'ailleurs des crédits sur vous, à ce qu'ils m'ont dit. Je les ai même invités à votre intention. Je vous les présenterai. Il me semble qu'ils parlent très purement le français. Le fils a été élevé dans un collège de Marseille, ou des environs, je crois. Vous le trouverez dans l'enthousiasme. Oh, de quoi, monsieur le comte? Des Françaises, madame. Il veut absolument prendre femme à Paris.
Une belle idée qu'il a là. Le baron paraît bien sombre. Est-ce qu'on voudrait le faire ministre, par hasard? Non, pas encore, que je sache. Je crois plutôt qu'il a joué à la bourse, qu'il a perdu, et qu'il ne sait à qui s'en prendre. Monsieur et Madame de Villefort. Que voulez-vous, monsieur Bertuccio? Son Excellence ne m'a pas dit le nombre exact de ses convives. Combien de couverts? Comptez vous-même. Tout le monde est-il arrivé, Excellence? Oui. Ah, mon Dieu! Quoi donc? Ah, cette femme. Laquelle, monsieur Bertuccio? Celle qui a une robe blanche et tant de diamants. La blonde. Ah, madame la baronne Danglars. Je ne sais comment on la nomme, mais c'est elle, monsieur, c'est elle. Qui, elle? La femme du jardin. Celle qui était enceinte. Celle qui se promenait en attendant. En attendant qui? Lui. Monsieur le procureur du roi de Villefort? Oui. Ah, ça. Mais je ne l'ai donc pas tué. Il n'est donc pas mort. Eh non. Vous le voyez bien. Au lieu de frapper entre la 6e et la 7e côte, vous aurez frappé plus haut ou plus bas. Et ces gens de justice, ça vous a l'âme chevillée dans le corps. C'est pas possible, mais... Voyons, rappelez votre calme, monsieur Bertuccio. Et comptez, monsieur et madame de Villefort 2, monsieur et madame Danglars 4, monsieur de Château-Renaud, monsieur Lucien Debré, monsieur Morel 7, monsieur le major Bartolomeo Cavalcanti 8. 8, bien. 9 couverts. Attendez. Vous êtes si pressé de vous en aller que vous oubliez un de mes convives. Là, sur la gauche, tenez, monsieur Andrea Cavalcanti. Ce jeune homme en habit noir qui se tourne vers nous juste à l'instant. Benedetto. Ah, fatalité. Il est 6h30, monsieur Bertuccio. C'est l'heure où j'ai donné l'ordre qu'on se mit à table. Vous savez que je n'aime point attendre. Monsieur le comte est servi. Monsieur de Villefort, faites-vous donc le cavalier de madame la baronne Danglars, je vous prie. N'est-il pas vrai, comte, que vous n'avez acheté cette maison qu'il y a un peu plus d'une semaine? Ma foi, tout au plus. Eh bien, je suis sûr qu'elle a subi une transformation complète. Car si je ne me trompe, il y avait une autre entrée et la cour était pavée et vide. Tandis qu'aujourd'hui, elle possède un magnifique gazon d'arbres qui paraissent avoir 100 ans. Et que voulez-vous? J'aime la verdure et l'ombre. En quelques jours, c'est un prodige. En effet, d'une vieille maison en faire une neuve, c'est une chose miraculeuse. Car elle était fort vieille, et même fort triste. Je me rappelle avoir été chargé par ma mère de la visiter quand monsieur de Saint-Méran l'a mise en vente. Elle était restée inhabitée pendant plus de 15 ans. En vérité, si elle n'eût point appartenu au beau-père d'un procureur du roi, on eût pu la prendre pour une de ces maisons maudites où quelque grand crime a été commis. C'est bizarre, mais cette même pensée m'est venue la première fois que j'y ai entré. Cette maison me parut si lugubre que jamais je ne l'eusse achetée si mon intendant n'eût fait la chose pour moi. Probablement que le drôle avait reçu quelques pourboires du tabellion. Croyez que je ne suis pour rien dans cette corruption. Il y avait surtout une chambre, bien simple en apparence, tendue de damas rouges, qui m'a paru, je ne sais pourquoi, dramatique au possible. Mais vous avez dit le mot, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où il semble qu'on respire naturellement la tristesse? Pourquoi, on n'en sait rien. Tenez, puisque nous avons fini de dîner, il faut que je vous la montre, cette chambre. Puis nous redescendrons au jardin prendre le café. Après le dîner, le spectacle. Avez-vous entendu, Villefort? Oui. Que faisons-nous? Il faut y aller. Super. Que c'est beau. Quel goût. Superbe. Magnifique. Oh, ces tableaux! Un Van Dyck! Vous avez vu ces deux Murillo? Et ce Holbein, je le connais.
Il a été refusé par le musée qui le trouvait trop cher. Ah, cette tapisserie. Oh, quel goût, quel luxe aussi. Et ce meuble-là, tenez. C'est un vrai Et cette chambre meublée à l'orientale. Oh, cher comte, c'est tout simplement ravissant. Et voici la fameuse chambre. J'ai défendu qu'on y changeât quoi que ce soit. Courage, Hermine. Oh, Gérard. Oh, c'est effrayant, en effet. N'est-ce pas? Vous voyez comme ce lit est bizarrement placé. Quelle sombre et sanglante tenture. Et ces deux portraits au pastel que l'humidité a fait pâlir, ne semblent-ils pas dire, avec leurs lèvres blêmes et leurs yeux effarés, j'ai vu. Oh, Hermine, je trouve que vous avez bien du courage de vous asseoir sur cette chaise où peut-être le crime a été commis. Oh! Et ce n'est pas tout. Mais quoi encore? Oui. Quoi d'autre? Car jusqu'à présent, je n'ai pas vu grand-chose. Que dites-vous de ce petit escalier? Il est sinistre. Il n'y a pas d'autre mot. Vous figurez-vous un Othello quelconque, descendant pas à pas par une nuit sombre et orageuse cet escalier, avec quelques lugubres fardeaux qu'il a hâte de dérober à la vue des hommes, sinon au regard de Dieu. Mais qu'avez-vous, Madame Danglars? Comme vous pâlissez. Ah, ce qu'elle a. Elle a que Monsieur de Monte Cristo nous raconte des histoires épouvantables, dans l'intention sans doute de nous faire mourir de peur. En effet, comte, vous épouvantez ces dames. En vérité, madame, est-ce que cette terreur est sérieuse? Non, non, monsieur, non. Mais vous avez une façon de supposer les choses qui donne à l'illusion l'aspect de la réalité. Tout cela est une affaire d'imagination. Car pourquoi ne pas plutôt se représenter cette chambre comme une bonne et honnête chambre de mère de famille? Et cet escalier mystérieux, comme le passage par où, doucement et pour ne pas troubler le sommeil réparateur de l'accouchée, passe le médecin, ou le père lui-même, emportant l'enfant qui dort. Madame Danglars se trouve mal. Oh, mon Dieu. Et moi qui ai oublié mon flacon. J'ai le mien. Tenez, comte. Ah? Oui. Sur vos indications, j'ai essayé et réussi, je crois. Nous allons voir. Une seule goutte? Et en effet, Madame Danglars revient à elle. Oh, quel rêve affreux. Je suis vraiment désolé, madame. Venez, descendons au jardin prendre le café. Je crois que votre mari y est déjà. En vérité, madame, est-ce que je vous ai fort effrayé? Non, non. Mais vous savez, les choses nous impressionnent selon la disposition d'esprit où nous nous trouvons. En effet, oui. Et alors, il suffit d'une supposition, d'une chimère... J'ai la conviction qu'un crime a été commis dans cette maison. Prenez garde, nous avons ici un procureur du roi. J'en profiterai pour faire ma déclaration. Et en face de témoins. Eh bien, s'il y a réellement eu crime, nous allons faire admirablement la digestion. Il y a eu crime. Venez par ici. Venez, mesdames, messieurs, venez, monsieur de Villefort. Pour que la déclaration soit valable, elle doit être faite aux autorités compétentes. Tenez, ici, à cette place même, pour rajeunir ces arbres déjà vieux, j'ai fait creuser et mettre du terreau. Eh bien, les jardiniers, en creusant, ont déterré un coffre. Ou plutôt des ferrures de coffre, au milieu desquelles était le squelette d'un enfant nouveau-né. Ça n'est pas de la fantasmagorie, cela. Un enfant nouveau-né? Bien, ça doit être bien sérieux.
Je ne me trompais donc pas quand je prétendais que les maisons avaient une âme et un visage, comme les hommes, et qu'elles portaient sur leur physionomie un reflet de leurs entrailles. Cette maison était triste parce qu'elle avait des remords. Elle avait des remords parce qu'elle cachait un crime. Qui dit que c'est un crime? Mais comment? Un enfant enterré vivant dans un jardin, ça n'est pas un crime? Comment appelez-vous donc cela, monsieur le procureur du roi? Mais qui dit qu'il a été enterré vivant? Et pourquoi l'enterrer là s'il était mort? Ce jardin n'est pas un cimetière. Mais que fait-on aux infanticides dans ce pays? Oh mon Dieu, on leur coupe le cou. Eh oui, on leur coupe le cou. N'est-ce pas, monsieur de Villefort? Oui. Mais le café, il me semble que nous l'oublions. Il faut que je vous parle, Hermine. Demain, si vous le pouvez. Oui. Où cela? À mon bureau au parquet. C'est encore l'endroit le plus sûr. Oui, j'irai. Demain, monsieur Danglars, j'aurai l'honneur de vous rendre visite pour affaires. Et moi, monsieur le major, je serai heureux de vous recevoir. Puisque vous parlez affaires, baron, vous ne verrez, j'espère, aucun inconvénient à ce que monsieur de Villefort et moi-même raccompagnions madame Danglars. Réellement, elle ne se sent pas très bien. Je vous remercie, madame. Voilà qui me va fort bien, d'autant qu'il faut que je passe à mon bureau. La prochaine fois, Alex, vous viendrez me prendre avec le tilbury au bas du perron au lieu de m'attendre à la porte. Oui, monsieur. Mande pardon, notre bourgeois. Ah, que voulez-vous? On ne m'en dit pas le soir. Éloignez-vous. Je ne m'en dis pas, mon joli garçon. Je désire seulement dire 2 mots à votre bourgeois, qui m'a chargé d'une commission il y a 15 jours à peu près. Voyons, que me voulez-vous? Dites vite, mon ami. Je veux que tu me laisses monter dans ta belle voiture et que tu me reconduises, mon petit Benedetto. Alex. Oui, monsieur. Cet homme a effectivement à me rendre compte d'une commission. Allez à pied jusqu'à la barrière et là, vous prendrez un cabriolet pour rentrer. Mais monsieur... allez, vous dis-je. Bien, monsieur. Tu comprends, ce n'est pas pour la gloire de monter dans une belle voiture. Non, c'est seulement parce que je suis fatigué. Et aussi parce que j'ai à causer d'affaires avec toi. C'est bien. Montez. Pourquoi venez-vous me troubler dans ma tranquillité? Mais toi-même, mon garçon, pourquoi tu te défies de moi? En quoi me suis-je défié de vous? Ah, mais tu le demandes. Nous nous quittons au pont du Var et tu me dis que tu vas voyager en Piémont alors que tu viens à Paris. Et alors, en quoi cela vous gêne? Rien, au contraire. J'espère même que tu vas m'aider. Ah, vous spéculez sur moi. Bon. Voilà les gros mots qui arrivent. Vous auriez tort, maître Cadrousse, je vous en préviens. Eh, ne te fâche pas, le petit. Tu sais ce que c'est, le malheur, ça rend jaloux. Je te vois dans le Piémont et je te vois passer à Auteuil avec un groom, avec un tilbury, avec des habits tout flambants neufs. Ah ça, mais tu as donc découvert une mine, hein? Ou acheté une charge d'agent de change? De sorte que vous êtes jaloux. Non, je suis content. Si content que j'ai voulu te faire mes compliments. Mais comme je n'étais pas vêtu régulièrement, j'ai pris mes précautions pour ne pas te compromettre. Belle précaution. Vous m'abordez devant mon domestique. Je t'aborde quand je puis te saisir. Tu es naturellement glissant comme une anguille. Si je t'avais manqué ce soir, je courais le risque de ne pas te rejoindre. Vous voyez bien que je ne me cache pas. Tu es bien heureux. Moi, je me cache. Que vous faut-il? Tu ne me tutoies plus? C'est mal, Benedetto. Mon ancien camarade. Prends garde. Tu vas me rendre exigeant.
C'est mal à toi-même, Caderousse, de me parler comme ça. Entre gens comme nous, la menace est mauvaise. Tout doit se faire à l'amiable. Enfin, est-ce ma faute si la chance qui continue d'être mauvaise pour toi est bonne pour moi? Bonne? Ah, ce n'est donc pas un groupe d'emprunt que nous avons là, et le tilleur est à toi, comme les habits. Ah ben bon, tant mieux. Comme tu as dû dîner chez ce prince d'où tu sors. C'est pas un prince, c'est un comte. Un comte? Il y a un riche, hein? Ouais, non mais t'y fies pas, hein, c'est un monsieur qui a pas l'air commode. Sois tranquille, on n'a pas de projet sur lui. Et on te le laissera pour toi tout seul. Mais il faut me donner quelque chose pour cela. Ils ont pas? Bon, que te faut-il? Bon, je crois qu'avec 100 francs par mois, je vivrai. Et 100 francs? Mal, je vivrai mal. Mais avec 150 francs, je serai fort heureux. Alors voilà, 200. Alors tu te présentes chez le concierge de l'Hôtel des Princes tous les premiers du mois et t'en trouveras autant. Voilà encore que tu m'humilies. Tu me mets en rapport avec la balotaille. Non, je ne veux avoir affaire qu'à toi. Versois, demande-moi et quand je toucherai ma rente, tu toucheras la tienne. Et de même. Alors, je vois que je ne m'étais pas trompé. Tu es un brave garçon, Benedetto. C'est une bénédiction quand le bonheur arrive à des gens comme toi. Voyons. Compte-moi ta chance. Ah, qu'as-tu besoin de savoir ça? Bon, encore de la défiance. J'ai retrouvé mon père. Un vrai père? Eh, dame, tant qu'il perd, hein. Et comment l'appelles-tu, ton père? Le major Cavalcanti. Et moi, je suis le vicomte Andrea Cavalcanti. Et qui t'a fait retrouver ce père-là? Le comte de Monte Cristo. Celui de chez qui tu sors, là? Oui. Et toi, que vas-tu faire, Caderousse? Ah, tu es bien bon de t'occuper de ça. Puisque tu prends intérêt à moi, je puis bien à mon tour prendre quelques informations. Ah, ben c'est juste, eh bien. Je vais louer une chambre dans une maison honnête, me couvrir d'un habit décent, me faire raser tous les jours, y aller lire les journaux au café. Le soir, j'entrerai dans quelques spectacles, avec un chef de claque. J'aurai l'air d'un boulanger retiré. C'est mon rêve. Si tu veux mettre ce projet à exécution et être sage, tout ira à merveille. Et toi, que vas-tu devenir? Maire de France? Qui sait? Monsieur le major Cavalcanti, il est peut-être, mais malheureusement, l'hérédité est abolie. Ah, pas de politique, Caderousse. Et maintenant que tu as ce que tu veux, que nous sommes arrivés, allez, saute en bas de ma voiture et disparais. Comme je suis là? Oh, un mouchoir rouge sur la tête, parce que pas de souliers, pas de papier du tout, et 10 Napoléons dans la poche, mais on m'arrêterait immanquablement à la barrière. Et alors, ouh là là, je serais forcé pour me justifier de dire que c'est toi qui m'as donné ces 10 Napoléons. De là, information, enquête. Eh bien. Alors on apprend que j'ai quitté Toulon, sans donner congé, et l'on me reconduit de brigade en brigade, jusqu'au bord de la Méditerranée. Je redeviens purement et simplement le numéro 106, et adieu. Adieu mon rêve de ressembler à un boulanger retiré. Comment vas-tu faire pour passer la barrière sans éveiller les soupçons? Il me semble qu'avec ton costume, là, tu risques encore plus en voiture qu'à pied. Attends. Tu vas voir. J'enfile la houppelande que ton groom a laissée là. Chaude un peu juste, hein? Mais ne soyons pas regardants. Et maintenant, ton chapeau. Ah ben, et moi? Le vent t'aura enlevé ton couvre-chef. Allez, marche, petit. Fouette, cocher. Et là, pas trop vite, s'il te plaît, hein? Inutile d'attirer l'attention par un train d'enfer. C'est pour le coup que nous nous ferions presser, hein? Et n'oublie pas que toi aussi, tu viens de Toulon. On te connaît là-bas. Numéro 591.
Piano piano, Cavalcanti. Voilà qui est mieux. Nous voilà passés sans incident. Je vais descendre ici, si tu veux bien. Et mon chapeau, puis le manteau de mon domestique, là. Tu ne voudrais pas que je risquasse de m'enrhumer? Ah ben et moi? Toi, tu es jeune, moi je commence à me faire au mieux. Adieu! Au revoir, Benedetto! Hélas. On ne peut donc pas être complètement heureux en ce monde. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 22e épisode. La chambre rouge de la maison d'Auteuil. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Lucien Debray, Gilles Guyot. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Château Renaud, François Marier. Le baron Danglars, Alain Mottet. La baronne Danglars, Claire Morier. Baptistin, Jacques Maire. Bertuccio, André Weber. Gérard de Villefort, André Oumanski. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Andrea Cavalcanti, Jean-Paul Tribou. Caderousse, Armand Meffre. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.